On va entrer, si vous le voulez bien, dans notre premier sujet. Je le disais, l'adoption de nouvelles formes de mobilité. Cette mobilité qui est au cœur des inégalités sociales et territoriales, zones rurales trop dépendantes de la voiture individuelle, véhicules électriques trop coûteux, autant de fractures que Moving On souhaite combler. Alors on va parler de la pop-car, on va parler de la navette automatisée, comment accélérer l'effet séduction sur ces nouveaux moyens de mobilité. Pour en parler, je vais accueillir tout de suite Batou Lassoun, Jean-Philippe Degneton et Cyril Garcia. On va les applaudir bien fort, s'il vous plaît. J'ai parlé de mobilité inclusive à l'instant en introduction. C'est un des fils rouges de nos échanges ce soir. On va ouvrir le bal avec votre vision, si vous le voulez bien, de cette mobilité qui est à la fois inclusive et décarbonée dans les territoires. Et puis, j'aimerais connaître quels sont, selon vous, les défis qui sont afférents pour les organisations, pour les régions et aussi pour les consommateurs. Bonsoir à tous. Ma vision, elle sera humble et rapide parce qu'après les Frères Lumière, Bonaparte, l'ami Picard et le président Ménégo, donc c'est un peu dur de faire ça. Non, et surtout cette question de mobilité, elle est quand même. On a tous depuis quelques années participé à de nombreuses tables rondes sur ce beau sujet. Donc là, il y a urgence. Donc c'est un sujet de tension, d'accès aux ressources. C'est une question de souveraineté, de durabilité, et je vais insister sur un point, j'y reviendrai, de justesse et de justice sociale. Je pense que c'est Florent Ménégo l'a très bien dit, et de transition environnementale. Un principe ou un impératif et puis un cadre d'action. Un impératif, c'est quand même l'entrée locale et régionale. C'est là que tout se décide, c'est là que tout se conçoit, tout s'élabore. On ne peut pas faire cette impasse-là, surtout au moment où le digital, la data permettent de voir les problèmes. On voit les problèmes au niveau local. Et on identifie les solutions et on évite aussi de tomber dans des pièges politiques. Sur les enjeux, je trouve que il faut commencer par le social, bien sûr, et le besoin d'inclusion. Vous avez tous en tête ces chiffres qui sont quand même hallucinants. Enfin, je parle même pas des écarts de possession de véhicules entre catégories sociales en France, mais la distance à un transport en commun, c'est à moins de 10 minutes, c'est 1/5 des Français qui n'a pas accès à ces transports en commun. Moi, Jean-Philippe ne sait pas, mais il partage la scène avec un agriculteur, donc j'ai une petite activité agricole à côté de ma ville chez Capgemini. Je peux vous dire que ce chiffre de disparité régionale, je suis dans le Nord Aveyron, on est très loin des moins de 10 minutes. Donc l'enjeu social, l'enjeu d'égalité, il est vraiment fondamental. Évidemment, le dernier enjeu, c'est la question de la transition durable et la réduction des émissions dans un secteur qui émet beaucoup. Et avec les véhicules particuliers qui ont une part importante. Donc, les cadres d'action, il est simple, et c'est là qu'il y a vraiment urgence, c'est-à-dire que on a besoin de services nouveaux et attractifs, et on doit éviter de tomber dans un piège et de rajouter des couches à des dispositifs existants. Donc, comme je disais tout à l'heure, regardez ce qui se passe localement, éviter d'inventer des choses qui s'imposent sur des modèles qui sont localement extrêmement vivants, extrêmement bien développés. Donc ça, éviter de rajouter des infrastructures sur les infrastructures. Et puis, Florent Ménégo l'a évoqué de manière très urbaine, mais économiquement, on doit s'y retrouver. Enfin, je veux dire, les constructeurs, les apporteurs de solutions, et un terme qui soit pas à 20 ans. Donc ça, je pense que il y a suffisamment dans Moving On d'intérêt de gens qui regardent les dimensions, qui regardent le sujet sous toutes les dimensions pour qu'on puisse arriver à ça, et puis être ancré dans les écosystèmes, dans la réalité sociale et sociologique. Effectivement, parfois il faut négocier, et c'est vrai que les termes de la négociation à une maille régionale, je sais pas, devant une élue de France que je dirais, ou locale, sont quand même plus faciles, plus pragmatiques qu'à une maille locale. Dernier sujet, des écosystèmes. Moi, j'aime bien le doux concept de do tank que Gaël a évoqué autour de Moving On, mais il faut agir vite.
Donc là-dessus, on compte beaucoup sur Bertrand Piccard, qui est un homme efficient, qui a un écosystème de solutions, qui sait ce que c'est qu'un scale-up. Mais je pense que ces jeux d'écosystème, c'est aujourd'hui les acteurs opérationnels de ça. Donc les slides sur les écosystèmes d'il y a 20 ans ont bien vécu. Je pense qu'il faut le jouer à fond dans une logique de résultat et dans une logique d'impact. Et encore une fois, j'insiste, justesse sociale et cadre local et régional. Merci beaucoup. On va rentrer dans le détail avec vous, Jean-Philippe Denioton. Mais avant tout, vous êtes certainement bien installé, mais vous êtes complètement dans l'ombre. Donc, est-ce que vous pouvez vous décaler légèrement? Regardez, on a fait une petite translation. C'est le propre des assureurs, ils sont dans l'ombre. Exactement. Est-ce que ça va mieux là? Voilà. C'est bon? Ouais, encore un tout petit peu. Voilà. Alors, Jean-Philippe Denioton, la massive. Voyez la coopération se crée en instantané. La Massif porte donc une innovation inclusive qui elle est déjà opérationnelle. Je le disais en introduction, il s'agit de la navette automatisée, partagée, qui est actuellement testée en conditions réelles dans la Drôme. On va y revenir en détail si vous voulez bien ensemble. L'objectif, c'est d'apporter une nouvelle solution de mobilité en zone rurale et périurbaine. Pourquoi? Racontez-nous, pourquoi est-ce que c'est si fondamental? Qu'est-ce qui se passe? Oui, déjà, bonsoir à chacune et chacun d'entre vous. Moi, je suis très, très fier d'être à cette assemblée, cette soirée, pour partager effectivement des réalisations d'une communauté d'intérêt et vous illustrer notre sujet. Mais peut-être, puisque le Movinone doit s'élargir, vous dire pourquoi un assureur a demandé à intégrer le Movinone. Après tout, on est des acteurs de la protection, de la prévention, on est mobilisé dans le financement de la transition écologique, etc. Mais je crois qu'on avait aussi quelque chose à partager, et à partager avec tout le monde. C'est un observatoire social, un assureur. Et il y a deux focales. Une focale de proximité, on voit des innovations, on voit des publics fragiles, on voit des situations contextuelles. Et puis, vous avez la vision macro, le changement climatique. Ça fait un moment qu'on alerte côté assureur parce que les impacts sont lourds. Et donc, on voit bien que la question de la mobilité, elle est centrale. Elle doit être, ça a été dit, durable, elle doit être inclusive, elle doit être plurielle. Mais une fois qu'on a dit ça, en fait, il faut dénouer les injonctions paradoxales. Et elles sont nombreuses, ces injonctions paradoxales. Et les dénouer, c'est s'attaquer au concret, c'est-à-dire au réel, par l'exemple. Et il faut bien savoir de quoi on traite. En fait, il faut éviter d'avoir une mobilité à deux vitesses. Celle des urbains, celle des périurbains et celle des ruraux. Et quand on interroge les ruraux, à 75% ou 80%, ils vous disent que non, ils ne peuvent pas faire autrement qu'avec la mobilité actuelle et avec leur véhicule. Et c'est bien là qu'il faut attaquer le dur, parce que le diagnostic est posé et on va vers la solution. Alors justement, au regard de ces enjeux, quelles sont les solutions que vous proposez? Les solutions qu'on propose, je l'ai dit, elles sont multiples, nécessairement multiples. Alors, évidemment, vous avez l'autopartage, évidemment, vous avez le covoiturage, évidemment, vous avez les associations locales qui tissent des réseaux qui viennent en soutien des populations. Mais on a voulu aller sur un autre terrain encore, qui est techno et innovant, en inversant un certain nombre de sujets, en pensant intérêt général. On avait, fut un temps récent, l'autonomie des véhicules autonomes, véhicules essentiellement particuliers, et on a essayé de détourner l'idée vers un usage collectif. Et c'est la naissance de la navette autonome collective. Et on a bien compris que ça nécessite d'associer toutes les parties prenantes et d'être dans un mode partenarial et collaboratif. On va les voir à l'écran, ces fameuses navettes automatisées. Elles vont même bouger normalement. Voilà, une petite vidéo. Oui, elles bougent en réel. Elles bougent en réel dans la Drôme. Ouais. Où est-ce que vous en êtes de vos expérimentations sur le sujet? Racontez-nous un petit peu les coulisses. Alors, vous avez vu, on fait le diagnostic, on cherche la solution, on trouve même une solution extrêmement originale et qui n'avait pas été imaginée comme telle, et puis on expérimente. Quelle est la mesure d'impact? Et on se demande quelle est l'acceptabilité de ces véhicules autonomes dans le paysage. Bien, deux expérimentations récentes et qui vont se poursuivre. Une expérimentation dans le Val-de-Drôme qui montre au travers de ces communes que l'acceptabilité est forte. En réalité, il n'y a pas d'appréhension particulière. Et puis c'est déjà une grande fierté. C'est une grande fierté. On est passé au réel et maintenant il faut aller passer à l'échelle. Et puis deuxième situation dans un contexte différent autour de la gare de Valence avec un usage différent mais intensif où là encore on voit que y a une vraie réponse aux besoins. Donc vous voyez, c'est bien le cycle qui a été évoqué tout à l'heure. On analyse le besoin, on fait le diagnostic, on regarde la technologie
et ensuite on va vers l'expérimentation et enfin la mise à l'échelle. Et c'est bien dans cette logique-là qu'il faut aborder les sujets si on veut être concret, opérationnel et réel. Partir du besoin. Merci beaucoup Jean-Philippe de Newton. Cyril Garcia, je me tourne à nouveau vers vous. Je le disais en introduction, vous portez une autre innovation ultra séduisante également. Ça s'appelle Popcar. Vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette solution d'un nouveau genre et puis voilà, on voit apparaître à l'écran. Donc Popcar, c'est un projet de constructeur, d'équipementier de Tier 1, comme on dit, pour développer un véhicule révolutionnaire par le prix. Un prix 10 000 euros, on vise 10 000 euros. La taille, capacité, recyclable, longue durée. Donc c'est des choses qui n'existent pas aujourd'hui sur le marché. Et surtout, c'est un produit dont on a l'ambition de développer pour tous les marchés, c'est-à-dire l'urbain, le périurbain et le rural. Vous savez que dans le passé, on a vu pas mal d'échecs de projets juste urbains. Les besoins sont partout, comme on le dit, et qu'on le rappelle avec Jean-Philippe, et l'exemple de la Drôme est vraiment intéressant. Et donc on veut le développer partout. Et en fait, les modes opératoires aussi de ce véhicule, c'est-à-dire que c'est pour les particuliers, c'est pour vous, que vous soyez parisien, drômois, aveyronais, c'est pour les opérateurs, c'est pour des intermédiaires, c'est pour des loueurs de voitures, des gestionnaires de flotte, des opérateurs de plateformes. Donc c'est un véhicule avec une technologie embarquée qui fera partie d'une maille de service, quelle que soit la taille, quel que soit le modèle du service. Ce qu'on aimerait garantir, c'est effectivement un véhicule fiable, pas cher et sûr. Alors, deux opérations de séduction avec ces deux innovations. Et pourtant, vos navettes automatisées, elles peinent à se développer en Europe. Alors, quels sont les freins que vous rencontrez ? Alors d'abord, pour réaliser une telle opération, c'est là qu'il y a tout l'intérêt du Movinone et de la communauté qui partage cette idée et sa mise en œuvre et sa réalisation. Mais les freins, en réalité, la France n'est pas un frein en soi. La question technologique est levée. En réalité, elle est mature. C'est plus une question de technologie, c'est bien une question d'approche aux besoins. L'acceptabilité, je l'ai dit, elle est réelle. Dans l'expérimentation réalisée par Betty, bien, on voit très clairement que les gens sont très satisfaits en tant qu'utilisateurs. Et par conséquent, il faut passer à l'échelle. Et passer à l'échelle, eh bien, c'est faire partager cette solution auprès des collectivités locales, auprès des mairies, auprès des intercommunalités, et montrer effectivement qu'ils ont là une réponse accessible. Vous voyez qu'on est au début de l'opération. Et moi, je suis très confiant parce que le besoin, il est très clair. La démographie montre que la question de la mobilité, elle doit être couverte. Cette solution rentre dans le panel général et va immanquablement se développer. Tout la suite, je me tourne vers vous. Quelles sont vos observations sur ce qui a été dit jusqu'à maintenant ? Quels signaux faibles, quelles tendances de fond pourraient accélérer ou freiner leur développement selon vous ? Alors moi je trouve que ces deux idées-là et ces deux innovations sont très intéressantes, mais vous l'avez dit, il faut réussir à aller plus vite et il faut passer à l'échelle. Et vous avez évoqué déjà des premiers freins. Moi je suis assez étonné parce que globalement, si on dézoome un petit peu, on a l'impression que quand on interroge les scientifiques, le consensus est là, tout le monde a compris qu'il fallait bouger et aller vite. Quand on interroge les Français et les Européens, ils sont aussi d'accord. Donc on peut se demander pourquoi ça avance pas plus vite. Et quand on regarde les lames de fond, moi je pense qu'il y a plusieurs choses qui peuvent expliquer le fait qu'on n'arrive pas encore à passer à l'échelle et qui a même des reculs quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières semaines sur les ZFE, sur la loi du plomb, sur la ZAN dont on parlait tout à l'heure, la 69. Enfin, on peut citer un certain nombre d'exemples où on pense avancer et puis quand on a fait un pas en avant, on recule de 2 pas. Pourquoi ? Je pense qu'un des premiers éléments, c'est un manque de courage politique. Alors je sais qu'il y a des politiques dans la salle, c'est pas individuellement que ce manque est là, c'est collectivement, parce qu'on a un problème de nuance. Un problème de nuance et de simplification à l'extrême parfois des discours qui font que ça peut aller à l'encontre de ce qui est bien pour la société ou de ce qui est bien pour le collectif. Je prends un exemple, il y a un mot qui est apparu dans le vocabulaire ces dernières années, qui est l'écologie punitive. C'est une catastrophe parce que à force de dire écologie punitive, en fait, ce qui devrait être punitif, c'est pas l'écologie qui est punitive, c'est l'inaction qui devrait être punie parce qu'on n'agit pas.
Par contre, derrière ce mot d'écologie punitive, et vous avez parlé de transition juste, il y a une réalité qui est vraie aussi, qui est comment on fait pour que on fasse pas le travail pour seulement 1% ou 10% de la population. Et le vrai travail de fond, c'est de comment on fait pour, et c'est sans doute le travail de Movinon et de tous ces acteurs, c'est de réussir à travailler pour les 90% et travailler sur la transition juste pour réussir à embarquer tout le monde. Voilà, il y a des pays qui arrivent à le faire. Allez-y. Non, moi je suis pas d'accord sur un point. Je pense que la transformation, c'est ça. C'est on avance, on recule, il y a des plateaux. C'est pas linéaire. Donc on est à un moment, on verra dans 10 ans, mais là on a un moment de transformation où il y a beaucoup d'excitation, beaucoup d'envie, beaucoup d'investissement, et là petite régression. Ouais. Mais les projets qu'on voit nous, alors pas seulement en France, en Europe et aux États-Unis, même aux États-Unis, hein, derrière le brouillard, il se passe des choses. Donc je pense qu'il faut voir les choses avec entre guillemets un peu plus de distance. Moi, nous on est alors on est là, très j'ai abordé les freins, là-dessus. mais je suis d'accord avec vous. Il y a aussi des choses positives et il y a des choses qu'on peut mettre en place pour activer. Alors pour moi, est-ce qu'il y a des pays où ça marche? Il y a des pays où ça marche. Alors, c'est un pays qui a plein de côtés négatifs, mais la Chine, on l'a appris la semaine dernière, c'est la première fois qu'ils ont réussi à baisser les émissions d'1%. Et ils vont avoir 5 ans d'avance sur le pic d'émissions par rapport à leur plan. Et la force qu'ils ont, c'est ils investissent, ils planifient et ils ont une vision partagée. Et je pense que ça, c'est 3 éléments clés. Donc justement, dans les choses à activer et sur lesquelles nous, on peut agir, c'est comment on fait... Tout le monde n'est pas d'accord dans la salle. C'est la Chine qui vous... Un micro pour la salle. J'ai précisé, hein, tout n'est pas parfait en Chine et notamment c'est pas démocratique. On est d'accord là-dessus. Pour autant, c'est juste pour dire c'est possible quand on met l'énergie nécessaire. Et peut-être qu'il y a des choses à apprendre, pas tout, mais dans la planification, pour moi, il y a des choses clairement importantes à activer. Dans la vision partagée aussi. Et donc, pour avoir une vision partagée, là je sens que c'est... Oui. Alors, allez-y. On va parler des États-Unis un peu plus tard. Hein, on va calmer l'assistance et pas que de la Chine. Je vous laisse terminer, Batoul, et puis on poursuit. Donc pour moi, effectivement, il faut avoir une vision partagée. Et ça on y reviendra, mais je pense qu'il faut travailler sur les imaginaires. Et une coalition comme Movinon peut tout à fait travailler là-dessus. Et pour moi, le vrai travail, je parlais des 90%, c'est comment dans la pyramide, aujourd'hui on a une pyramide, si je mets en bas de la pyramide le type de mode de transport avec lequel je fais le plus de kilomètres dans l'année, on a la voiture individuelle. Ensuite, on va avoir la voiture collective ou partagée. Ensuite, on va avoir les transports en commun. Ensuite, on va avoir les cycles. Et ensuite, on va avoir la marche ou les piétons. Comment on fait pour inverser cette pyramide? Et pour que ça soit accessible pour tous. Des travaux comme ceux que vous menez sont capitaux pour ça. Mais il va falloir réussir à passer à l'échelle. Trouver des façons économiques de rendre ça rentable. Vous parliez de partenariat public-privé. Pour moi, c'est une des clés de ce travail. Et il faut aussi, pas juste avoir les idées, mais il y a toute l'infrastructure derrière. On a bien vu que le véhicule électrique, ça a fonctionné, mais ça a été aussi arrêté quand ça n'a pas suivi du point de vue des infrastructures. Donc il ne faut pas juste trouver l'innovation, mais il faut penser tout l'écosystème autour pour que ça fonctionne. On est très pris par le temps et j'en suis désolée, il nous reste moins de 5 minutes, donc oh là, je suis obligée de couper dans certaines questions qui étaient prévues. On va aller directement sur le software, si vous voulez bien, Cyril Garcia. On a beaucoup parlé de sustainability. Quid du software qui ne s'est pas encore invité dans le débat? Est-ce qu'il joue un rôle majeur ou mineur dans vos innovations? Je vais juste dire un mot sur la dynamique des écosystèmes, parce qu'on a parlé de Movinon et de Popcar, mais c'est très important les écosystèmes. Il faut qu'il y ait une forme de leadership. Donc on l'a vécu... Michelin joue ce rôle-là sur Movinon de façon permanente et dans la durée, avec encore une fois des moments d'accélération, des moments de ralentissement. C'est très important ça, le leadership dans un écosystème. Sur votre question, je vois l'angoisse dans vos yeux. Le software, je pense que c'est plus le débat. Il est partout. Non, l'angoisse était ailleurs. Ah bon. C'est pas le software. C'est le temps. C'est le temps. Donc, le software aujourd'hui, sur toutes les phases de conception, on travaille avec des acteurs qui proposent des plateformes. Je pense aux amis de Dassault Systèmes, de simulation, qui font gagner un temps considérable. Donc là, on est au cœur des sujets de softwareisation. Sur les questions de maintenance, on met des data partout, donc on est en permanence en capacité de collecter en temps réel toutes les données qui permettent de rectifier un pilotage opérationnel et la conception d'un produit. Et puis, sur le troisième volet, sur la gestion opérationnelle des plateformes, les plateformes, c'est plus une promesse des hyperscalers américains d'il y a 15 ans. Aujourd'hui, ça marche, c'est opéré, et donc c'est bourré de software, c'est bourré d'intelligence, c'est bourré de digital, et c'est bourré de data. Donc là, la question qui est devant nous, c'est, on vit tous à l'heure de l'arrivée de l'intelligence artificielle et donc son accélération. Donc c'est comment on la pilote, comment cette intelligence artificielle, on la met au service des projets, et on le fera au service de la
Popcar, et aussi derrière les enjeux de sécurité qui sont tout de suite là, des enjeux de cybersécurité qui sont tout de suite là. Et là, je vois que vous êtes moins angoissés. Encore un tout petit peu, mais je vais enchaîner avec Jean-Philippe Dogneton sur cet écosystème français de la mobilité automatisée dont on vient de parler, dont Cyril Garcia nous a livré sa vision. Comment est-ce que vous pourriez le qualifier, vous le qualifieriez en guise de conclusion? D'abord, il faut savoir regarder les choses objectivement. Il y a une vraie stratégie routière, automatisée et connectée en France. Il y a plutôt un pays qui est en avance sur l'approche du sujet. Mais je rejoindrai Florent Menegaux quand il dit qu'il faut ensuite passer les obstacles. Et passer les obstacles, c'est obtenir plus de facilité dans l'expérimentation, c'est pouvoir élargir le périmètre, c'est pouvoir ajuster l'usage du véhicule, c'est faire plus de kilomètres, et donc faciliter l'appropriation et la mise en œuvre. Et vous voyez, entre le plan stratégique et puis la concrétisation, eh bien, il y a un gap parce qu'il y a une difficulté à réaliser les opérations. Mais on est plutôt en avance. Et enfin, il faut communiquer. Il faut vraiment communiquer auprès de toutes les communes que je citais tout à l'heure, et il faut se mettre en situation de passer à l'échelle. Et on sait que c'est délicat, c'est plus compliqué, mais c'est tout cela qu'il faut réaliser dans le même temps. Passer à l'échelle, c'est passionnant, mais ce qui est intéressant également, Batoul Hassoun, dans tout ce qui vient d'être dit depuis 20 minutes, c'est que cette nouvelle mobilité, elle nous invite à repenser, à bousculer aussi les imaginaires collectifs. Ouais, complètement. Vous parlez de communication. Moi, je pense qu'il y a un gros travail à faire là-dessus. Sans remonter à Bonaparte, je remonte juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La voiture individuelle, c'était un imaginaire derrière positif d'émancipation, de possibilité de partir en vacances, de possibilité d'aller au travail. Et donc, on a construit tout cet imaginaire positif. C'était très bien pour cette époque. Maintenant, il faut changer. Et donc, il y a deux volets à travailler. Comment on arrive à travailler un imaginaire de la mobilité individuelle différent avec la voiture, mais peut-être une voiture plus légère, les K-cars, les pop-cars, etc. Ça, c'est des concepts qui sont intéressants. Sur un autre type de mobilité individuelle, ça peut être le cycle, ça. L'ADEME a lancé, par exemple, un défi, extrême défi, pour imaginer des nouvelles solutions. Et ça, c'est intéressant aussi, parce qu'il faut que tous les acteurs s'y mettent. Pour changer les imaginaires, ça doit venir de partout. Et puis changer les imaginaires aussi sur le transport collectif. Comment on fait pour donner envie. La navette en est un exemple, mais il y a d'autres solutions possibles. Mais est-ce qu'il y a déjà des secteurs qui ont réussi cette bascule ? Alors, bascule sur l'opinion, moi j'ai un exemple que je trouve pertinent, c'est la cigarette. Il y a encore quelques années, comme ça c'est bien, vous n'aurez pas l'impression que je suis trop jeune, on était en discothèque ou dans un café où voilà, on pouvait fumer, c'était normal, et on s'est tous dit à l'époque, c'est pas possible, on va pas y arriver, je vois pas comment on va. Et aujourd'hui, ça nous paraît tout naturel, et on voit qu'aujourd'hui, là, il y a quelques jours, ça a été annoncé, on va aller encore plus loin, ça va être interdit dans les parcs, dans tous les endroits où il peut y avoir des enfants. Donc ça a marché. Ça marche pas toujours avec la contrainte, le réglementaire. Parfois, il faut être peut-être plus créatif. Et peut-être une idée pour finir. Je sais pas si vous connaissez l'exemple de la Nouvelle-Zélande sur la cigarette. Eux, ils ont décidé, non pas de passer par l'augmentation des prix, mettre des images, etc., mais tout simplement d'interdire la cigarette pour tous les enfants nés après 2009. Donc en fait, c'est une interdiction, mais décalée dans le temps. Donc si dans ma carte d'identité, je suis né après 2009, je ne pourrai jamais acheter de cigarettes en Nouvelle-Zélande. Sauf dans les stades de rugby. Peut-être un élément, si vous permettez, en rebond. Il y a bien évidemment le sujet environnemental, il y a le sujet démographique. Ne jamais oublier qu'une partie des seniors n'aura pas accès à la mobilité classique du véhicule individualisé. Et donc cherche une nouvelle mobilité. C'est ça aussi la transition juste. Merci beaucoup à tous les trois. Je crois qu'on peut vous applaudir chaleureusement.